suite, dès matin, on va parler du Mali et de ce qui s'est déroulé samedi 23 mars, puisque des hommes armés, vêtus des tenues traditionnelles des chasseurs Dogon, sont entrés dans le village d'Ogo-Sagou, dans le centre du Mali, pour massacrer les habitants du quartier Peul. L'assaut a fait au moins 136 morts et des dizaines de blessés, vous l'avez entendu dans les actualités, mais bien évidemment, il est parfois difficile de comprendre les tenants et les aboutissants de ce type de drame. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité l'un des meilleurs connaisseurs de l'Afrique, Jean-François Bayard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'IHEID de Genève. Vous avez notamment publié Violence et religion en Afrique et L'état de distorsion en Afrique de l'Ouest des empires à la nation. Les deux livres chez Cartala. Il faut tout d'abord nous dire, Jean-François Bayard, ce qui se joue aujourd'hui au Mali. Alors, pour comprendre ce qui se joue au Mali, il faut abandonner le vocabulaire qui inévitablement nous encombre, tradition, ethnicité, état faible. Il ne s'agit absolument pas de cela. Par exemple, cette confrérie des chasseurs qui est intervenue dans une opération que l'on va qualifier provisoirement de purification ethnique, donc Dogon versus Peul, comme l'on dit, et cette milice est très largement instrumentalisée par un État qui n'est pas si faible que cela. Donc nous sommes devant une configuration très classique de formation, on va dire, paramilitaire, tout à fait comparable, mutatis mutandis, à ce que l'on voit en Colombie ou ce que l'on a vu pendant les guerres de Yougoslavie dans les années 1990. Alors, qui sont les Dogons et qui sont les Peuls ? Alors, les Dogons, c'est entre guillemets ce que l'on appelle une ethnie et ce que l'on ne doit surtout pas en réalité conceptualiser en termes d'ethnie. Donc c'est effectivement une appartenance. C'est une appartenance qui a des racines historiques, mais dont le contenu aujourd'hui est complètement différent parce que ce qui est l'enjeu du conflit, c'est un enjeu éminemment moderne, c'est la terre. Et c'est la terre titrisée, c'est-à-dire capitalisée, transformée en propriété foncière, dans un contexte de forte pression démographique, de stress également climatique, avec des sécheresses à répétition. On dit que le Mali est effectivement l'un des pays les plus touché aujourd'hui par le réchauffement climatique, Jean-François Bayard. Oui, grosso modo, depuis les années 1970, il y a eu toute une succession de sécheresses, et notamment les sécheresses du début des années 1970 ont eu des conséquences extrêmement directes, avec par exemple une descente du front de transhumance des troupeaux de plusieurs centaines de kilomètres. Et par ailleurs, donc tous ces accords, si vous voulez, entre groupes, par exemple, groupe de pasteurs et groupe d'agriculteurs qui reposaient, on va dire, sur une espèce de droit contractuel, de multiples accords. Tous ces compromis inscrits dans la longue durée historique ont été plongés dans une crise du fait de la dégradation des conditions climatiques, du fait de la pression démographique, de toute une série de chocs économiques comme la réintégration du Mali dans la zone franc, comme les politiques d'ajustement structurel, de libéralisation économique, etc., etc. Et également dans un contexte où l'accaparement privé de la terre, soit par des fonctionnaires, soit par de grands groupes agro-industriels ou des groupes miniers, remettent en cause, par exemple, les voies traditionnelles ou les voies historiques de transhumance. Donc ce sont des conflits qui sont très économiques et très modernes. Alors, on a affaire à des conflits localisés. Là où ces conflits localisés rejoignent une problématique mondiale, la problématique du djihadisme, Jean-François Bayard, c'est dans le fait que ce village, Ogo-Sagou, abritait l'un des camps informels de désarmement d'anciens combattants djihadistes. L'un de ces camps qui a été créé dans le centre du pays, c'était une initiative privé monté par un Malien pour pallier le manque d'infrastructures du processus de désarmement, démobilisation et réintégration lancé par le Premier ministre fin 2018. On voit bien que là, on part donc d'un conflit qui peut être assimilé à un conflit intercommunautaire pour arriver à quelque chose qui nous est plus familier, si j'ose dire.
Oui, alors je voudrais rappeler que cet ouvrage, l'état de distorsion, je l'ai écrit avec Ibrahima Poudiougou, un jeune chercheur malien, et Giovanni Zanoletti, et eux ont vraiment fait un terrain très très fin, et ont montré comment les logiques qui prévalent sont des logiques, on pourrait dire, de terroir historique, hein. Donc vous avez des logiques d'imbrication, c'est pas d'un côté, si vous voulez, les Peuls, et de l'autre côté les Dogons, hein. Vous avez des logiques d'imbrication entre ces différents groupes qui se nouent autour d'intérêts, et certains de ces intérêts, je le répète, sont très modernes. Alors il y a toute la question, effectivement, du rétablissement de la paix, il y a le rôle des djihadistes, et là, dans l'analyse de la religion, nous devons éviter deux écueils. Le premier écueil, c'est celui de la surinterprétation religieuse, pour parler comme Paul Venn, c'est-à-dire de voir de la religion là où il n'y en a pas forcément. Et on sait, par exemple, comment les djihadistes ont apporté une réponse à la fois politique et juridique, en mettant en avant le droit islamique, que l'État dit moderne ou l'État dit de droit n'apportait pas. Par exemple, les djihadistes sont mieux disants dans le règlement des conflits fonciers entre éleveurs et agriculteurs. Donc vous avez tout cet aspect des choses qui est extrêmement important. Après, le désarmement, comme l'on dit, c'est une question d'économie politique. À combien on rachète la Kalachnikov, par exemple? Dans quoi va être investi l'argent de la Kalachnikov que l'État rachète, par exemple dans du bétail? Et le bétail est une manière de... c'est un point sur lequel insiste beaucoup Giovanni Zanoletti en parlant du djihad de la vache, hein, ou de la politique de la vache. Donc là, par exemple, les troupeaux, c'est pas simplement la tradition, hein, que escorterait en quelque sorte les bergers peuls. Ce sont des enjeux à nouveau extrêmement modernes et extrêmement complexes, parce que dans un troupeau, vous avez les vaches des fonctionnaires, les vaches éventuellement de certains agriculteurs, vous avez les vaches des peuls ou d'autres groupes de pasteurs, et vous avez les vaches des djihadistes, parce que le troupeau est aussi un moyen de blanchir en quelque sorte, par exemple, l'argent des rançons ou l'argent de la démilitarisation. Mais alors, est-ce que vous êtes en train de dire, Jean-François Bayard, que finalement, le djihadisme est toujours surdéterminé par d'autres raisons, que finalement, on n'a pas affaire à un processus de radicalisation religieux, mais plutôt à des gens qui finalement vont instrumentaliser en quelque sorte le djihad? Alors le deuxième écueil qu'il faut éviter, puisque vous me ramenez celui que je viens de qu'arrive décile là. Donc le deuxième écueil, c'est que il faut rendre compte de ce que Max Weber nommait les logiques intrinsèques de la foi. Et vous avez en effet en Afrique de l'Ouest une grande tradition de djihadisme qui est très complexe. Elle commence quand? L'islam au Mali, qu'est-ce que ça signifie? L'islam au Mali, c'est une très longue affaire, hein, puisque l'islam est arrivé dans la région du 11e, 12e, 13e siècle suivant. Et ce que l'on oublie parfois, c'est que la colonisation a été un facteur d'islamisation. Pourquoi? Parce que d'abord, la colonisation a construit des routes, a construit des chemins de fer, ce qui a intensifié les flux commerciaux certes, mais également humains et religieux. Et l'État s'est beaucoup appuyé, l'État colonial s'est beaucoup appuyé dans certains cas sur des institutions islamiques après les avoir tenues en suspicion, notamment du fait de cette tradition djihadiste. Mais ce qu'il faut bien voir, et ça c'est un point essentiel, c'est que ce que l'on nomme le djihad est politiquement polysémique. Vous pouvez lui faire dire tout et le contraire de tout. Par exemple, le grand djihad de Ousmane Dan Fodio dans le nord du Nigeria au début du 19e siècle a été un djihad anti-esclavagiste, c'est-à-dire qui a émancipé les musulmans de la traite atlantique des Européens, tout en continuant à pratiquer un esclavage au détriment des non-musulmans. Mais alors, aujourd'hui, on considère que le Mali est très majoritairement musulmans. 95% des habitants sont musulmans aujourd'hui dans ce pays. Avec de vraies missions chrétiennes également. Par exemple, les Dogons, d'abord, sont pour certains d'entre eux d'islamisation récente, et pour d'autres d'entre eux sont éventuellement chrétiens ou sans appartenance religieuse bien déclarée, hein. Donc, oui, le Mali est un pays qui est majoritairement musulman,
mais pas exclusivement. Et deuxièmement, une fois que l'on a dit musulman, on n'a pas dit grand-chose, parce que vous avez une très forte tension entre au moins, pour simplifier, 3 pôles d'islam. Un pôle lesquels. confrérique, qui lui-même est clivé entre... Confrérique, c'est-à-dire les grandes confréries musulmanes, comme par exemple la Tidjania, la Qadiria, éventuellement, d'une certaine manière, la Mouridia, mais c'est moins évident au Mali. Donc vous avez une mouvance confrérique que l'on va qualifier en Europe de modérée, mais enfin c'est pas si simple que cela, parce que vous avez dans le droit malékite des dispositions qui ne sont absolument pas modérées, même s'il y a une grande tradition d'accommodement politique. Le deuxième pôle, c'est un islam réformé, que l'on qualifie par exemple au Mali, parfois au Mali de Wahhabia, par référence aux Wahhabites, mais uniquement parce que cet islam réformé a été porté par des marchands qui faisaient le Hajj, qui faisaient le pèlerinage, et qui en rapportaient d'une part des idées réformées et d'autre part beaucoup de biens qu'ils commercialisaient. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Arabie saoudite en tant que telle. Et puis, troisième cerise sur le gâteau musulman, si je puis dire, c'est l'islam djihadiste qui est au Mali, donc l'islam djihadiste contemporain, le djihad de Ben Laden, etc., qui a été externalisé par l'Algérie au Mali, et qui a fait alliance, et notamment alliance matrimoniale, avec certains acteurs du nord malien, Touareg, arabes ou éventuellement Peuls. Et alors, justement, quand on prend les Peuls, par exemple, on a tendance, mais j'imagine que vous allez nous dire qu'il s'agit d'un amalgame abusif, on a tendance à considérer que les djihadistes, ils se recrutent principalement parmi les Peuls. On a vu, par exemple, une vidéo qui a été diffusée peu de temps avant sa mort par Amadou Koufa, qui est l'un des chefs djihadistes de cette région, qui appelait les Peuls à se rallier à la cause djihadiste et à se soulever. Est-ce que ça signifie qu'il y a là aussi alors une situation religieuse qui recouvre, j'imagine, une situation sociale, mais comment les choses se déterminent-elles là-bas, Jean-François Bayard, vous qui êtes un spécialiste de l'Afrique? Alors, chez les Peuls, vous avez une grande référence historique de djihad. Par exemple, Ousmane Dan Fodio, dans le nord du Nigeria, était Peul. Donc, vous avez cette rémanence ou cette mémoire historique. Ensuite, vous avez un acteur armé qui va mobiliser les Peuls, mais tout en disant bien qu'il n'est pas au service des Peuls. Et ensuite, vous avez d'autres groupes qui vont dire, vous voyez, derrière les pasteurs, derrière les troupeaux, il y a le djihad, parce que c'est bien entendu la meilleure manière d'obtenir des soutiens de Bamako et de la France. Alors justement, soutien de la France, vous en parlez, Jean-François Bayard. Donc on a une situation assez complexe avec une situation, disons, de communauté surdéterminée, avec donc un djihadisme qui lui s'étend, puisque le nord du Mali est tombé depuis mars 2012 sous la coupe de groupes djihadistes qui sont liés à Al-Qaïda. Et on a cette intervention française qui donc vise à pacifier la région. Une intervention qui, disons, laisse de plus en plus dubitative. Vous êtes d'accord avec cela, Jean-François Bayard? Malheureusement, l'embourbement est consommé. Je ne reviens pas sur le bien fondé ou le non fondé, si je puis dire, de l'opération Serval en 2012. Mais en tout état de cause, et les militaires sont les premiers à le savoir, il n'y aura pas de réponse militaire à ce qui est d'abord au Mali, comme dans le bassin du lac Tchad, un problème politique et un problème social. Donc la question sociale, c'est bien entendu la question de la terre. La question éventuellement, c'est moins évident dans le cas du Mali que dans le nord du Nigeria, la question des anciens captifs. C'est cette question qui n'a jamais été entièrement réglée, ni socialement ni politiquement, de l'esclavage. C'est la question, bien entendu, de l'accès à l'école ou aux hôpitaux qui ont été systématiquement détruits par les programmes d'ajustement structurel cautionnés par la France dans les années 1980. Et puis la question politique, et c'est là où on retrouve cette hypothèse de l'état de distorsion, c'est que l'état contemporain au Mali est distordu par une contradiction, mais il ne faut pas la comprendre en jeu à somme nulle, une contradiction entre des logiques de très longue durée, de mobilité, de relativité des appartenances sociales, par exemple ethniques, religieuses, etc., et une logique inoculée en quelque sorte par
par la colonisation, de territorialisation sous toutes ses formes de l'État. Fixation des frontières, intangibilité des frontières, contrôle de la circulation des hommes, accaparement privé et donc titrisation de la terre, etc., etc. Titrisation, financiarisation de la terre. Et financiarisation de plus en plus de la terre. Bon, notre hypothèse, c'est que ça n'est pas un jeu à somme nulle entre ces logiques de longue durée et les logiques de l'État territorialisé contemporain. Le problème, c'est que les Maliens, comme tous les Africains, se reconnaissent simultanément dans ces deux répertoires politiques. Et naturellement, il y a une très forte tension, mais une tension que malheureusement, l'intervention militaire et de plus en plus l'intervention sécuritaire au sens large du terme, avec par exemple l'ingérence de l'Union européenne dans les flux migratoires de l'Afrique de l'Ouest. Donc ces ingérences sécuritaires de l'extérieur, malheureusement, exacerbent cette tension et n'apportent aucune réponse politique au problème. Jean-François Bayard, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère ? On solde une très très vieille histoire. On solde une histoire coloniale et bien entendu, mais pas seulement. L'Afrique est aux portes de l'Union européenne. L'Union européenne s'imagine qu'elle va régler cette question par une lutte anti-migratoire qui est complètement contradictoire à ses propres intérêts et qui est vaine et qui a des effets pervers, y compris pour la sécurité de l'Europe, absolument redoutables. Et puis l'Europe se console en disant bon, on va être un peu dur, un peu ferme en matière d'immigration, mais grâce au co-développement, tout va s'arranger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune solution politique crédible parce que les politiques publiques de l'Union européenne reposent sur de mauvaises hypothèses, et c'est précisément ces mauvaises hypothèses que nous essayons de critiquer et de remettre en perspective dans notre ouvrage L'état de distorsion. Mauvaises hypothèses, mais au bout du compte, quand on est aujourd'hui engagé sur ce terrain, puisque c'est le cas, on a l'opération Barkhane. L'opération Barkhane, elle est soutenue, elle est associée à la MINUSMA, qui est une mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali. Bref, il y a aujourd'hui un mécano militaire assez complexe. Qu'est-ce que l'on peut faire ? On ne peut évidemment pas se désengager du jour au lendemain de cette région aujourd'hui. Non, mais on pourrait s'investir dans la région autrement que par le biais de dispositifs sécuritaires anti-migratoires ou militaires. Et ce qu'il faut savoir, et nous avons même des expériences de laboratoire, par exemple le Kenya vis-à-vis de la Somalie, c'est que toute opération militaire accroît le risque terroriste plutôt qu'il ne le réduit. Et nous en sommes là, c'est-à-dire que le dispositif militaire... Ça, c'est une conclusion qui gagnerait à être popularisée, parce qu'il y a eu beaucoup quand même d'interventions militaires, même très éloignées du Mali, Jean-François Bayard, qui n'ont pas tenu compte de cette observation. Le Kenya, en intervenant militairement en Somalie, se retrouve avec le terrorisme à Lamu, à Bombassa et à Nairobi. Le Tchad et le Cameroun, en intervenant dans le nord du Nigeria contre Boko Haram, se retrouvent avec un terrorisme interne. Et aujourd'hui, l'intervention militaire, que je ne cherche pas à stigmatiser, mais il faut analyser les choses, l'intervention militaire au Mali a étendu le problème au Burkina Faso. Bref, on se rencontre en vous entendant que la question djihadiste est loin d'être terminée. On va quitter le Mali dans quelques instants. On va essayer de voir plus généralement où en sont les djihadistes, cette fois-ci en Syrie, puisqu'on nous dit qu'ils sont défaits à Baghouz, mais que pourraient-ils devenir ? On va voir quels sont en quelque sorte le jeu des acteurs dans cette région-là. Vous serez rejoint, Jean-François Bayard, par Anne-Clémentine Larocque, qui est une spécialiste du djihadisme. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages, Violence et religion en Afrique et l'état de distorsion en Afrique de l'Ouest, tous deux aux éditions Cartala. On se retrouve dans quelques minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. 8h21, la suite des matins sur France Culture, où il est question de djihadisme. Nous sommes en compagnie du spécialiste de l'Afrique, Jean-François Bayard, lequel a publié Violence et religion en Afrique, état de distorsion en Afrique de l'Ouest, spécialiste de l'Afrique et d'une partie du monde arabe. Et peut-être justement, pour continuer à évoquer la situation des djihadistes, puisque nous sommes partis du Mali au travers donc de l'affrontement entre Peul et Dogon, qui était surdéterminé par des questions religieuses. Pour passer de l'autre côté, il y a un biais évident. Ce biais évident, c'est la frontière commune entre le Mali et l'Algérie.
une frontière qui a eu un rôle politique éminent. Expliquez-nous pourquoi, Jean-François Bayard. Un rôle politique et un rôle historique. Mais tout d'abord, il faut bien voir que l'affiliation de mouvements djihadistes en Afrique de l'Ouest, par exemple AQMI, etc., ou Boko Haram au Nigeria, aux grandes centrales djihadistes internationales, Al-Qaïda ou Daesh, l'État islamique, doit véritablement être relativisée. Pendant longtemps, c'est la thèse d'un certain nombre d'experts sécurocrates qu'avait reprise Nicolas... Sécurocrate. Oui, c'est-à-dire les intellectuels organiques de la sécurité, qui avait reprise... Je n'avais jamais entendu le terme. Qu'avait reprise à son compte Nicolas Sarkozy en 2008, lorsqu'il avait parlé d'un arc djihadiste allant d'Afghanistan en Mauritanie. Ça c'est véritablement... On continue à l'entendre. On nous dit finalement que ces djihadistes qui sont chassés, on va en parler, de Syrie, ils vont venir en Afrique noire. Oui, alors c'est une vision complètement décalée. D'ailleurs, moi j'avais fait partie de la commission du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale en 2012 précisément, et on avait réussi à évacuer cette notion d'arc de crise. Parce qu'encore une fois, ce qui prévaut, ce sont ces logiques de terroir sur lesquelles insistent beaucoup mes deux co-auteurs, Ibrahima Poudiougou et Giovanni Zanoletti. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des djihadistes qui ne sont pas expansionnistes? Ce sont des djihadistes qui ont éventuellement un agenda continental, régional, voire global, comme l'on dit, mais leur capacité de mobilisation repose sur des logiques qui sont des logiques de terroir, essentiellement des logiques agraires ou économiques. Ça, c'est absolument fondamental. Après, vous avez cette dimension religieuse qui est importante, qu'il faut comprendre, mais alors pour en revenir à la question que vous me posiez sur la frontière entre le Mali et l'Algérie, c'est une vieille histoire, parce que à la fin du 19e siècle, l'armée française venant d'Algérie et l'armée française venant de Bamako, ces deux armées françaises ont failli s'affronter militairement pour délimiter le partage entre l'Algérie française et ce que l'on appelait à l'époque le Soudan, qui deviendra le Mali. Bon. Ensuite, c'est une histoire que l'on retrouve pendant toute la colonisation, parce que le colonisateur français, notamment l'armée, va s'appuyer sur certains clans Touareg pour gouverner sur un mode indirect. Et lorsque la perspective de l'indépendance approche dans les années 1950, il y a un double problème. Le premier problème, c'est la réticence des Touaregs, au sens générique et large du terme, mais aussi bien des Arabes, etc., de se trouver sous l'autorité politique de Bamako, et de gens qui n'ont rien à voir, ni religieusement, ni socialement, avec notamment tout le contexte historique de l'esclavage ou du post-esclavage. Et puis vous avez un autre problème, c'est qu'à l'époque, dans les années 1950, vous vous en souvenez, l'Algérie est en pleine guerre. Et le FLN, le Front National de Libération, envoie tout d'abord un certain Frantz Fanon, nouer une alliance avec le Mali qui vient d'accéder à l'indépendance, qui est dirigé par un homme profondément nationaliste, Modibo Keïta, et qui est prêt à ouvrir un nouveau front, une nouvelle wilaya saharienne. Et ensuite... Frantz Fanon qui deviendra, il faut le rappeler, un grand théoricien de l'antique, de la terre, etc. Et sur la base du rapport de Frantz Fanon, le Front de libération nationale algérien envoie un certain Bouteflika, organisé à Kidal, dans le nord, une ville dont on entend beaucoup parler depuis l'opération Serval, dans le nord du Mali, qui vient organiser cette wilaya. Et encore aujourd'hui, en Algérie, l'on appelle ce qui reste de monsieur Bouteflika, Boudef le Malien. Bon. Donc vous avez toute cette mémoire historique, et l'une des suspicions des élites politiques de Bamako à l'encontre des Touaregs, c'est cette tentative d'indépendance, enfin de constitution d'un État transsaharien par l'armée française pour distraire le Sahara
de l'État algérien. Et notamment, c'était le Sahara du pétrole, c'était le Sahara de Reagan, des essais atomiques, etc. etc. Donc vous avez, si vous voulez, sur ces confins algéro-maliens, une histoire complexe, une très longue histoire qui reste extrêmement active. Alors un dernier mot sur cette chose, c'est que il faut quand même souligner la profonde ambivalence de l'Algérie sur la question djihadiste. L'Algérie, parce que grosso modo, l'Algérie est à l'Afrique de l'Ouest, ce que le Pakistan est à l'Afghanistan et à l'Inde. C'est-à-dire que se pose dans un rôle sécuritaire, anti-djihadiste, etc., mais n'hésite pas, bien entendu, à instrumentaliser le djihadisme. Et ce que l'on a appelé AQMI, donc le premier groupement djihadiste au Mali, a été très largement externalisé par les services de sécurité algériens, qui voulaient se débarrasser du problème qu'elle avait en partie couvé pendant toutes les années 1990. Et alors justement, Jean-François Bayard, puisque aujourd'hui l'Algérie est en transition et aujourd'hui sur le point donc de devoir opérer un tournant, en tout cas c'est ce que réclame une grande majorité des Algériens. Que peut-il advenir de la politique sécuritaire algérienne? Est-ce que donc ce que certains redoutent, c'est-à-dire un retour de la guerre civile, en tout cas ce qui est agité par le pouvoir, est-ce véritablement un scénario? Et le risque djihadiste est-il important aujourd'hui dans ce pays? D'abord, Guillaume Erner, vous êtes fort optimiste en parlant de transition, parce qu'on peut aussi bien concevoir une restauration autoritaire telle qu'elle a prévalu sur un mode plus ou moins vigoureux dans la plupart des pays des dits printemps arabes. On peut envisager que les sécurocrates, puisque vous aimez le terme, les sécurocrates algériens non seulement agitent le spectre de la guerre civile, mais éventuellement le réactivent. Comme ils l'ont fait dans les années 1990. En tout cas, ils le font pour la première partie de votre phrase, c'est déjà le cas. Bon, et comme, bien entendu, le régime Assad l'a fait en Syrie. Hein. Donc aujourd'hui, il est tout à fait prématuré d'envisager ce que sera la politique algérienne au Sahara, mais quelle que soit l'issue de la crise ou du problème politique algérien, il faut voir que l'Algérie est un acteur majeur, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais par exemple en Tunisie, en particulier, bien entendu, par sa politique sécuritaire, mais également par le biais de la contrebande, y compris de la contrebande du pétrole, par exemple. Anne-Clémentine Larocque vient de nous rejoindre. Bonjour, vous êtes maîtresse de conférences en relations internationales et vous avez notamment publié Géopolitique des islamismes aux presses universitaires de France. Il y a aujourd'hui une chose qui est certaine, c'est la chute du village de Baghouz en Syrie. L'État islamique donc ne contrôle ni n'occupe plus aucun territoire en Syrie comme en Irak. Votre point de vue sur cette chute, est-ce que ça signifie, Anne-Clémentine Larocque, que l'on est véritablement débarrassé aujourd'hui des djihadistes dans cette région? Alors bonjour, absolument pas. C'est-à-dire que effectivement là on se plaît à croire, et Donald Trump a essayé justement de véhiculer ce message en disant voilà, si on retire nos troupes, c'est que c'est 100% de réussite, il n'y a plus de djihadistes, notamment à Baghouz, ce qui est inexact dans le sens où vous avez des activistes islamistes radicaux, donc qui soient État islamique ou que ce soit justement des groupes qui viennent plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire Al-Qaïda, l'ancien Front Jabhat al-Nusra, qui effectivement perpétuent encore aujourd'hui des exactions en Syrie et en Irak. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, le regroupement territorial, la présence territoriale est en train de se disséminer, en effet, entre le désert d'Al-Soukna et l'Euphrate. Ça, c'est une vérité. C'est-à-dire que vous avez véritablement la reconquête d'Al-Barouz depuis début mars qui existe. Et effectivement, l'existence territoriale de l'État islamique n'existe plus. En revanche, une insurrection s'est totalement développée donc en Irak. On a une guérilla qui opère en Irak avec des modes opératoires nouveaux. On a aussi, par exemple, dans la province d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, encore la présence de combattants de l'État islamique. Au nord-ouest également de l'Irak, et vous avez une dissémination donc du phénomène. Après, il faut regarder aussi à l'international, c'est-à-dire qu'en fait, si en Syrie et en Irak, les choses sont en train de changer, vous avez aussi une restructuration de la stratégie de l'État islamique, que ce soit en Tunisie par exemple, en Nouvelle-Zélande, aussi aux Philippines, au Khorasan, c'est-à-dire en Afghanistan, Pakistan, etc. Vous avez donc
véritablement une démobilisation militaire qui existe, mais une restructuration en fait de l'existence de l'État islamique. C'est-à-dire que c'est absolument pas fini. Il y a une clandestinité qui est en train de se mettre en place, il ne faut pas tout confondre, et donc il faut bien regarder les phénomènes dans tous les territoires. Alors on évoque, par exemple dans la presse américaine ce matin, il était question du trésor de guerre de l'État islamique qui se chiffrerait en millions de dollars, plusieurs dizaines, peut-être centaines de millions de dollars. Est-ce que cela, par exemple, c'est un facteur important selon vous, Anne-Clémentine Larocque ? Ça montre une chose, c'est qu'effectivement, ils ont réussi en peu de temps, si je puis dire, à amasser une richesse importante avec des pôles de financement qui sont variés et qui ont surtout été utilisés très rapidement. On sait par exemple, on n'a pas entendu parler du pétrole, vous le savez, des œuvres d'art, mais aussi des butins et également de l'esclavage, de l'impôt qui a été mis en place aussi envers les populations qui ont été conquises. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, si on arrive à avoir justement cette idée de cette richesse, ça veut dire aussi qu'ils sont en train de déployer différents autres types de financement dans ce que je vous disais, dans les territoires qui sont en train de se renforcer. Jean-François Bayard, un point de vue là-dessus. Vous me posiez tout à l'heure la question des effets des interventions étrangères pour régler la question du terrorisme. Il me semble, mais je parle sous votre contrôle, vous connaissez mieux la question que moi, que Daesh est un bel exemple des effets pervers de toute intervention militaire. Parce que Daesh, qu'est-ce que c'est ? C'est une joint venture entre Al-Qaïda de Ben Laden, établie, sa mini-branche irakienne, et le vieil appareil sécuritaire du BAS qui est entré en résistance, et j'utilise le terme à dessein, contre l'occupation américaine. Daesh est un bel exemple des effets pervers de toute intervention militaire dans des régions qui sont extraordinairement complexes et que nous n'avons absolument pas les moyens de maîtriser, ni politiquement ni militairement. Anne-Clémentine Larocque, votre point de vue là-dessus ? Absolument, c'est un objet hybride, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez non seulement une entrée en résistance, mais aussi une réaction contre l'installation des chiites au pouvoir par les Américains. Donc les conséquences de l'action américaine, effectivement, ont produit aussi la structuration de cette Katiba d'Al-Zarqawi, qui est devenue effectivement une Katiba, donc un camp d'entraînement où effectivement se regroupent les djihadistes. Katiba qui sont finalement les cellules originales, je dirais, de ce qui va fonder ensuite une structure plus importante. Mais alors, question naïve, Jean-François Bayard, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, on a évoqué le Mali, on évoque l'Irak, on pourrait évoquer l'Afghanistan. Je crains que le nombre d'interventions extérieures qui aient réussi à porter leurs fruits soit mince. J'utilise un euphémisme. Pourquoi dans ce cas-là persévérer ? Pour moi, ça relève un petit peu de l'hallucination collective, parce que aujourd'hui, la politique de la France en Afrique subsaharienne, elle est réduite à deux impératifs sécuritaires, ou supposés tels. Le premier, c'est la lutte contre le terrorisme, et le second, c'est la lutte contre l'immigration. Concrètement, le dispositif anti-migratoire qui est déployé moins dans le nord du Mali que dans le nord du Niger, en l'occurrence, risque, selon toute vraisemblance, de relancer les rébellions Touareg dans le nord du Niger, puisque, au fond, le flux des migrants, c'est une ressource économique importante pour le nord du Niger. Ça fait marcher le business, ça fait marcher les transporteurs, par définition, ça fait marcher l'hôtellerie, ou ce qui en tient lieu, ça fait marcher les restaurants, ou les points d'alimentation, etc. Si vous étouffez ces flux migratoires, ces régions qui avaient tiré une certaine prospérité à un moment donné du tourisme international, mais naturellement, il n'est plus de question de cela aujourd'hui. Ces régions vont se retrouver sans aucune ressource et vraisemblablement vont reprendre les armes pour subsister tout simplement. Donc je crois que nous avons une politique à courte vue qu'Emmanuel Macron a entièrement reprise à son compte et nous ne faisons plus aujourd'hui que du sécuritaire, et même l'Agence française de développement est aujourd'hui dans ses programmes de développement inféodée à un agenda sécuritaire. Anne-Clémentine Larocque, votre point de vue là-dessus ? Oui, je pense qu'effectivement, on est en train de... Je ne sais pas si on a une politique de réflexion par rapport à tout ça. C'est-à-dire que on investit les lieux qui sont problématiques dans une volonté aussi, à mon avis, de pouvoir sécuriser ce qui se passe sur le territoire.
Parce que c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé en Syrie, en Irak depuis 2013-2014, la coalition internationale a été formée, vous le savez, en septembre 2014. L'opération Chamal, donc française, a déployé 1100 militaires sur zone, ce qui est quand même pas mal aujourd'hui, justement par rapport au Sahel où il y en a à peu près 4000. C'est moins, mais quand même, on est présent. L'idée, c'est de pouvoir effectivement, c'est de comprendre quelle est la bascule à faire entre le territoire lointain, si je puis dire, et ce qui se passe en France. On a bien vu que le djihadisme international, sa force, c'était la mise en place de réseaux qui effectivement se situent sur des territoires locaux qui sont greffés à des territoires internationaux. L'objectif, c'est d'arriver à suturer tout ça. Je suis pas sûre aujourd'hui qu'effectivement aujourd'hui il y a beaucoup moins de réseaux et de commandos qui sont organisés de l'extérieur. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une restructuration aussi des modes opératoires. On ne sait pas véritablement ce qui va se passer dans le futur. Et ça peut être de toute façon réactivé. Moi, je pense que là-dessus, il faut être extrêmement vigilant. Jean-François Bayard. Le problème, c'est que la présence militaire ne permet pas de contrôler le territoire. Et ce qui s'est passé au Mali le montre bien. L'armée française est présente au Mali. Et les événements tout à fait malheureux que vous évoquiez au début de l'émission sont survenus. Donc non seulement nous ne les empêchons pas, mais en plus, d'une certaine manière, nous les cautionnons en étant présents militairement et politiquement en appuyant le gouvernement central. Par ailleurs, il faut bien voir que toute opération militaire, quel que soit le scrupule et l'attention qu'y portent les opérateurs militaires eux-mêmes, comporte de véritables risques de bavure, engendre des déplacements de population, et que tout cela contribue à l'exacerbation des tensions sociales qui sont constitutives du djihad. On continue à évoquer la situation à 8h37 sur France Culture. La situation donc des djihadistes, on l'a évoqué en Afrique, on l'évoque maintenant en Syrie, puis dans les autres pays de la région. Nous sommes en compagnie de Jean-François Bayard et d'Anne-Clémentine Larocque. Anne-Clémentine Larocque, en dehors de la Syrie, quels sont les autres points, les autres abcès de fixation des djihadistes? Vous évoquiez par exemple la Tunisie. Que se passe-t-il? Oui, alors la Tunisie, depuis à peu près un mois, on a retrouvé en fait les traces d'une organisation de plusieurs protagonistes qui voudraient remettre en place une province, donc wilayat, de l'État islamique au nord-est de la Tunisie. Cette donne est importante dans le sens où la Tunisie, vous le savez, a été touchée par plusieurs attentats, notamment à partir de 2012, mais particulièrement en 2015, avec le Bardo, avec Sousse. On a eu très peur, effectivement, comme vous le disiez tout à fait justement, quand même encadré par la Libye et l'Algérie, qui sont quand même deux, je dirais, pays qui ont ouvert les katibas, les armes depuis pas mal d'années pour l'Algérie et depuis 2011 pour la Libye. Donc la Tunisie essaye de résister véritablement avec des islamistes qui sont forces majoritaires, mais qui sont contredits par des forces salafistes et des forces salafo-djihadistes. Et l'État islamique aurait encore les moyens d'imposer en fait une certaine force et je dirais d'insurrection, mais aussi politique dans ce pays. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, il serait en train d'organiser davantage d'attentats, mais aussi un positionnement territorial au nord-est de la Tunisie pour pouvoir justement faire encore le lien entre les katibas d'Algérie et les katibas libyennes. Jean-François Bayard sur la Tunisie. Ce qui renvoie à la dimension sociale, c'est que le développement et la formation de l'État en Tunisie ont été complètement asymétriques, et que l'arrière-pays est dans une situation de déshérence sociale qui est à l'origine de ce que l'on a appelé le printemps arabe, de la révolte 2010-2011, et cette déshérence économique et sociale à laquelle le nouveau régime n'a absolument pas répondu, naturellement constitue un terreau favorable au recrutement djihadiste. Vous avez un désespoir social dans ces provinces que j'ai eu l'occasion de visiter, qui est absolument effrayant. Mais on peut également penser au Rif au Maroc, qui est lui aussi une zone en déshérence sociale, avec une crise très mal gérée actuellement par le pouvoir politique marocain, que l'on a connu plus habile dans... Pourquoi gère-t-il mal la crise? Puisque on explique depuis quelque temps effectivement que le roi est
est un peu dépassé par la situation, en tout cas inerte, qu'il n'agit pas comme il pourrait agir? Je ne dirais pas cela. Bon, de toute façon, je ne suis pas un spécialiste du Maroc, mais on voit bien en effet que l'institution monarchique marocaine, c'est pas simplement le roi, a une politique essentiellement répressive, très maladroite dans un Rif qui est un gros exportateur de djihadistes. C'est pour les mêmes raisons sociales que l'on a évoquées à propos de la Tunisie. Anne-Clémentine Larocque. Le Rif, c'est traditionnellement en fait une zone effectivement très pauvre qui a été bien encline à recevoir tous les trafiquants et à justement générer des trafiquants. L'immigration donc des Rifins en France notamment, dans le sud-ouest de la France par exemple, et en Belgique effectivement avec Molenbeek. Donc cette triangulaire qui s'est mise en place en fait entre le continent africain, la France et la Belgique date pas du tout des années 2010, mais date au contraire des années 70-80, quand il y a eu un déplacement où on a structuré comme ça, effectivement, des populations qui étaient paupérisées et qui ont voulu aller chercher autre chose ailleurs. Le Rif, c'est aussi une zone qu'Hassan II, donc le père du roi Mohamed VI, a complètement laissé tomber. Mais sciemment, c'est-à-dire qu'il y a eu à la clairement suite du soulèvement de 58. Exactement, à la suite du soulèvement. Et donc dans cette mesure-là, le Rif, c'est un territoire effectivement qui symptomatise un peu tous les maux du Maroc et qui continue finalement de montrer que le Maroc n'a pas résolu toutes ces énigmes, bien au contraire. Avec une crise sociale qui est même plus large et qui dépasse la question du Rif aujourd'hui au Maroc et une certaine impuissance quand même des pouvoirs publics. C'est ça, et donc le PJD, donc les islamistes qui ont été élus depuis 2011, puis réélus en 2016, n'ont pas, et c'est comme Enarda, de toute façon aussi au Nida Tounes en Tunisie, n'ont pas réussi de toute façon à juguler le problème de la crise économique. C'est ça le problème, c'est que, si vous voulez, on a eu des avancées sur un plan de liberté, éventuellement, de droit. Avec beaucoup de régression actuellement. Et avec beaucoup de régression actuellement, mais qui n'ont pas réussi à pallier les manques de toute façon économiques qui sont à la base de la grogne sociale. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est bien fait que ces territoires-là peuvent être tout à fait fragilisés. Anne-Clémentine Larocque, vous qui avez publié notamment Géopolitique des islamismes, qu'est-ce que l'on pourrait faire dans ces différents pays? On pourrait d'ailleurs évoquer, pour finir, l'Égypte, où là aussi on a des islamistes, semble-t-il, assez prospères, notamment dans le Sinaï. Alors j'ai surtout développé ça dans mon essai, L'islamisme au pouvoir, qui est sorti l'année dernière, justement, Tunisie, Égypte et Maroc. Et effectivement, le Sinaï est la troisième zone, je dirais, d'inquiétude. Aujourd'hui, vous avez encore l'opération donc Sinaï qui a été lancée en 2018 par Al-Sisi, suite, souvenez-vous, à l'attentat qui avait fait plus de 300 morts dans une mosquée soufie. C'est un attentat très très important qui n'a jamais été revendiqué, mais on sait que l'État islamique est derrière. Cette zone du Sinaï, elle est quand même extrêmement fragilisée. C'est une zone insurrectionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas, l'État de droit n'arrive pas, et l'État n'arrive pas justement à se mobiliser véritablement sur cette zone. Des problèmes de tribus aussi, d'opposition de tribus qui sont instrumentalisées, comme on l'a dit aussi, par les djihadistes. Une porosité avec la frontière, bien sûr, avec Israël et tout le conflit israélo-palestinien qui a nourri aussi des problèmes dans le Sinaï. Et cette installation du Wilayat Sinaï, c'est-à-dire de l'État islamique depuis 2015, dans la zone, font que c'est une zone qui est insécurisée et qui peut, encore une fois, amener le problème, je dirais, syrien-irakien aux portes du Caire. Jean-François Bayard. Oui, et avec la répression d'au moins une composante d'expression politique de l'islam, à savoir les frères musulmans. Je dis au moins parce que les salafistes ont plutôt été cooptés par le régime du maréchal Sissi. Mais je pense qu'en Égypte, le problème, là aussi, est social, économique et politique. Et interdire toute forme d'expression politique de l'islam dans une société qui... dans la société civile est très largement constituée par des institutions ou des forces religieuses, c'est complètement inviable et cela se traduit inévitablement par des tensions, par une espèce de militarisation, si vous voulez, du problème. Anne-Clémentine Larocque, qu'est-ce que l'on peut faire dans ce contexte-là ? Être pédagogue, c'est-à-dire expliquer aux gens aussi la différence, je pense, encore une fois, entre les salafistes, les frères musulmans, les musulmans eux-mêmes, et essayer aussi d'avoir une vision globale. C'est-à-dire que là, on vient de parler du monde musulman, du Dar al-Islam. Il faut regarder aussi, justement, là où l'État islamique s'installe dans un monde qui ne soit pas musulman d'origine et non arabe, surtout. Je l'ai mentionné, les Philippines, par exemple, mais aussi, bien sûr, le Khorasan, donc l'Afghanistan et le Pakistan, qui sont traditionnellement plutôt caïdistes, avec
une présence des talibans, donc ce qui floute aussi les choses, et aussi une volonté, une perspective en Asie centrale pour l'État islamique de se développer. Donc il faut regarder, je dirais, la chose de manière globale, ne pas regarder que la France, ne pas regarder que l'Afrique du Nord, mais aussi regarder comment est-ce que se déploie et s'organise cette organisation terroriste qui reste très dynamique à l'heure actuelle. Est-ce que ça veut dire, juste pour conclure, Anne-Clémentine Larocque, qu'il faudrait choisir entre des régimes qui seraient des régimes terroristes modérés et des régimes terroristes durs, des régimes... Alors terroriste modéré, je ne connais pas, mais en tout cas, le choix qui avait peut-être été fait. juste ce que j'ai développé dans mon essai comme hypothèse en tout cas, c'est que le fait d'arriver au pouvoir pour des partis islamistes d'origine frériste, donc frères musulmans, a forcément eu un effet sur la communication de ces partis qui ont voulu se normaliser et qui pour certains ont lâché leur matrice idéologique religieuse. Je ne sais pas si c'est un espoir, mais en tout cas, ça diversifie la donne islamiste. Un dernier mot, Jean-François Bayard. Dans les années 1950, la France refusait de négocier avec les terroristes du FLN. Les États-Unis sont intervenus en Afghanistan pour renverser les talibans il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui négocient avec les talibans. Donc il y a bien un moment où il faudra négocier avec les gens que l'on qualifie aujourd'hui de terroristes. Merci à tous les deux. Vous restez en notre compagnie. Anne-Clémentine Larocque, vous avez notamment publié L'islamisme au pouvoir, Tunisie, Égypte, Maroc. C'est aux presses universitaires de France et Géopolitique des islamismes. Et Jean-François Bayard, Violence et religion en Afrique et l'état de distorsion en Afrique de l'Ouest. Vos livres chez Cartala Éditeur.